Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, vous êtes bien à Carte sur table sur Hype FM. Outre les effets et le nombre considérable de victimes directes occasionnées par le conflit déclenché le 27 septembre dernier par les forces turco-azéries, que nous avons largement évoqué sur nos antennes et lors de nos émissions précédentes, cette guerre a également généré une situation de crise humanitaire sans précédent, pouvant se comparer à celle du tremblement de terre, frappant les habitants de l'Artsakh, dont une très grande partie s'est réfugiée en Arménie, dans un dénuement quasi total. Combien sont-ils encore en Arménie ? Combien sont retournés en Artsakh ? Dans quelles conditions ont-ils pu être accueillis en Artsakh et comment vivent-ils ? Comment l'aide humanitaire peut-elle leur arriver ? On le sait, les organisations humanitaires arméniennes se sont mobilisées pour les accompagner dans cette période douloureuse, comme elles ont aidé ceux qui ont tenté de réintégrer en Artsakh leur habitation, durement frappée par le conflit. La France est l'un des pays qui s'est le plus mobilisé par son tissu associatif et aussi par beaucoup d'initiatives individuelles. Pour traiter ce sujet important et délicat, nous aurons aujourd'hui comme invités Christina et Nicolas Aznavour représentant la Fondation Aznavour, Sevan Mardi-Rossian, la présidente de la Croix-Bleue des Arméniens de France, représentant en France le Home, le High Occultan Miyutun, Nadia Gorzounian, membre du bureau mondial du l'UGAB et présidente de l'UGAB Europe, et enfin Bedros Terzian, président du Forum arménien de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, première question, Christina Aznavour est avec nous en ligne. Allô ? Bonjour. Bonjour Christina. Bonjour. On va commencer par vous Christina. La Fondation Aznavour a été mandatée par le gouvernement français, on l'a vu, avec un certain nombre d'avions qui sont partis vers l'Arménie. Pouvez-vous nous faire un bilan de l'aide humanitaire transmise par la France à l'Arménie au travers de la Fondation Aznavour ? Bien sûr, bien sûr. Merci de m'avoir invité. Pour faire un court bilan, je dois dire qu'à ce jour, plus que 70 tonnes d'aide humanitaire étaient déjà acheminées en Arménie avec 100 avions humanitaires affrétés par le Centre de crise et de soutien. Et bien évidemment, c'était suite à la décision du président de la République. Le 5e avion est atterri la veille de Noël arménien. Le dédouanement a été effectué hier avec le soutien de l'ambassade de France en Arménie et notre équipe, en ce moment, est en train de le distribuer. Mais en plus de l'aide humanitaire envoyée par avion, nous avons collecté plus que 80 tonnes de matériel supplémentaire et cette cargaison sera transportée en Arménie par voie maritime et terrestre et l'envoi est prévu le 18 janvier. En total, à peu près 120 tonnes de matériel humanitaire sera envoyé dans le cadre de cette opération. Et je voudrais souligner que cela est devenu possible grâce à l'engagement et l'unité vraiment exceptionnelle de toutes les associations, fondations, nos partenaires, la générosité de donateurs privés ainsi que des grands groupes et des compagnies privées. Christina, combien de personnes sont touchées, combien de personnes en Arménie aujourd'hui sont dépendantes de cette aide humanitaire ? Malheureusement, le chiffre est trop important pour pouvoir les couvrir tous, mais je peux vous dire que nous avons des chiffres qu'on entend autour de 120 000 personnes. À ce jour, nous avons couvert les besoins dans les vêtements chauds, des produits hygiène, plus que 12 000 personnes. Et nous faisons un compte-rendu très détaillé, vous voyez, sur chaque action, avec le nombre de chaque bénéficiaire, les coordonnées, niveau social, etc. C'est pour ça que je peux vous dire un chiffre approximatif. Car par exemple, l'équipe hygiène familiale que nous avons distribuée avec la Fondation Veolia était destinée pour les familles de 6 personnes. Mais nous avons compté comme une personne et pas 6. La même chose pour les habits. Il y a des familles qui ont quitté avec les habits d'été, ils ont besoin presque de tout. Les autres, ils ont besoin une ou deux pièces. Mais avec l'arrivée de bateaux, nous espérons dépasser le chiffre de 25 000 personnes. Et je dois souligner que je parle de marchandises qui étaient destinées directement à la Fondation Aznavour. Mais comme une partie de la marchandise était déjà transportée au destinataire final,
par exemple, c'est d'autres fondations qui ont envoyé les villes pour les autres autorités, etc. En total et en réalité, ce chiffre est encore plus important si nous parlons de l'action menée par toutes les associations et fondations franco-arméniennes. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les chiffres d'autres fondations parce qu'on ne fait pas la distribution, mais je pense qu'au bout de moment, on pourra se coordonner parce que la distribution est encore en cours pour comprendre la totalité, le nombre total de personnes que nous avons pu couvrir. Alors Christina, vous me tendez la perche parfaitement. J'ai Sévan Mardi-Rossian, la présidente de la Croix-Bleue, sur ce plateau. Sévan Mardi-Rossian, de votre côté, combien de personnes sont touchées? Quel est le bilan que vous pouvez faire de ce mois ou de ces 2 mois qui viennent de s'écouler? Bonjour Christina. En fait, bonjour Sévan. On a, grâce à la Fondation Aznavour, on a pu nous aussi donc envoyer au Home Arménie pas mal une grosse quantité de vêtements chauds, de produits d'hygiène. Pardon. Et on a touché entre l'envoi de la France et des autres régions de la Croix-Bleue, de nos homologues dans les autres pays, on a pu toucher environ 10 000 personnes sur l'Arménie et l'Artsakh. Donc en distribution de vêtements, de produits d'hygiène dans différents points de l'Arménie, pas uniquement à Yerevan. D'accord. Christina et Sévan, les deux, vous pouvez répondre. Comment s'organise sur place? C'est-à-dire que les gens doivent être inscrits quelque part. Comment ils viennent vous voir, quoi? Comment ça se passe? Christina, peut-être? Oui, merci. Vous savez, comme nous, on travaille avec l'envoi de l'aide humanitaire des grosses quantités, par exemple, on gère 20 tonnes par semaine. Là, on est arrivé, la dernière envoi, c'était 20 tonnes par semaine. On travaille avec des différentes fondations. Par exemple, juste pour vous expliquer, en France, on a mis en place 18 points de récolte, en France et en Suisse. Et en Haut-Karabakh et en Arménie, nous avons 11 chaînes de distribution sur l'ensemble de la territoire. Et c'est d'autres fondations, c'est nos partenaires avec qui on travaille, c'est à peu près 20 organisations qui distribuent sur place les vêtements et produits d'hygiène directement aux réfugiés. Nous, de notre côté, comme on gère des grandes quantités, on les envoie par rapport à besoins identifiés, les choses qu'ils nous demandent. Et ensuite, nos bénévoles, ils se déplacent et ils travaillent sur place avec ces organisations pour tout photographier, tout noter, parce qu'ensuite, on fait les comptes rendus très détaillés à nos donateurs. Et c'est la façon comme nous, on fait ce travail. Nous avons mis en place les chaînes de distribution et nous avons également mis en place une équipe de logistique très importante qui travaillait pendant la guerre, qui arrivait à ramener les choses médicaux surtout, parce que pendant la guerre, on se concentrait dans ce domaine jusqu'au point chaud. On continue de travailler avec eux. On a des camions, on a des ouvriers que nous avons engagés parce que quand vous travaillez avec une quantité aussi importante, vous avez besoin plutôt des professionnels que des bénévoles. Et voilà, et bien évidemment, tout ça c'est géré par notre équipe à Yerevan de Futur Centre Aznavour qui se trouve sur Cascade. Alors, comment on identifie les réfugiés en Arménie? Alors en fait, ils sont listés par les différentes mairies dans les villages, voilà, parce que forcément, les maires savent quand des Arméniens du Rajapar arrivent. Donc en fait, ils sont listés et les différentes mairies partagent en fait ces listes aux différentes associations qui peuvent agir sur le terrain. Donc c'est comme ça que le Home, le Hayok Nutian Miutun en Arménie a eu des listes. En plus, bien sûr, des gens qui viendraient se présenter au bureau, au siège, et voilà. Après des entretiens et tout ça, les Home, oui, nos membres là-bas les ajoutent sur les listes nécessaires. Parce qu'une des caractéristiques de l'aide que vous apportez, c'est que vous avez une capillarité qui permet d'aller dans tous les petits villages. Vous avez des représentants dans beaucoup de villages. C'est ça. Le Hayok Nutian Miutun en Arménie, ça comporte donc 48 sections. Donc pas seulement à Yerevan, il y en a à peu près une dizaine, et donc toutes les autres sont réparties sur tout le territoire de l'Arménie. Et en Artsakh, on a une grosse section donc, qui compte 150 membres à Stepanakert, mais donc au Rajapar, elle se déplace beaucoup. Voilà.
Et c'est comme ça qu'elles arrivent à toucher un maximum de personnes. Elles vont dans les villages, elles rencontrent les familles qui sont arrivées, voilà, elles discutent avec elles, elles échangent. Elles peuvent faire avec elles un bilan pour savoir de quoi elles ont réellement besoin au plus proche. D'évaluer si elles ont déjà des vêtements, donc c'est peut-être pas la peine, mais elles ont peut-être besoin d'autre chose. Donc ça permet effectivement là-dessus. Et puis donc la Fondation Aznavour joue un rôle de centrale pour rapatrier cette aide humanitaire. Oui. Et je voulais préciser sur l'envoi de matériel que là, heureusement, grâce à la Fondation Aznavour et à l'État qui ont mis à disposition ces avions, la distribution des envois des colis humanitaires a été grandement facilitée parce qu'il faut savoir que quand la Croix-Bleue ou nos homologues envoient des colis humanitaires en Arménie, ils ne sont pas distribués dans les 2 jours, ils ne sont pas attribués dans les 2 jours à nos homologues au Home Royal Knutyan en Arménie parce que les droits des dédouanements prennent beaucoup de temps. Alors que là, avec l'aide de l'État français et en centralisant tout ça à la Fondation Aznavour, ça n'a pris que quelques jours. Alors que d'habitude, il faut compter 3 semaines à 1 mois pour qu'on puisse nous récupérer notre matériel. Donc c'est quand même c'est une aide qui a pu être remise assez rapidement et c'est vraiment c'était inespéré. Alors Christina, oui, je voulais juste ajouter que c'est un point très important que Stéphane a souligné. Et là, il faut dire vraiment que c'est grâce à l'ambassade de France en Arménie et l'engagement de l'ambassadeur Lacote et son équipe qui font le travail vraiment merveilleusement. Et aussi à l'engagement de centres de crise et bien évidemment à l'organisation après mise en place par nous et par d'autres fondations. Mais ce que je voulais également souligner pour expliquer comment on arrive à avoir ce délai-là, avant que la marchandise arrive physiquement en Arménie, nous faisons déjà la répartition de la marchandise. Il est planifié en avance. Et du coup, grâce à ce travail, en amont, on arrive à distribuer la marchandise dans un délai très, très court. Mais bien évidemment, le dédouanement, c'est une grande problématique d'habitude. Oui. Et ça, il faut dire que c'est l'ambassade de France en Arménie qui nous soutient énormément. Alors justement, Christina, comment s'est organisée cette aide depuis le départ ? Donc je rappelle que vous allez peut-être nous raconter cette histoire, remonter en arrière. Comment la France a-t-elle mis en place cette organisation ? Vous savez, si vous me permettez, je voudrais revenir même avant que la France a mis cette aide humanitaire en disposition. Je voulais commencer par l'aide humanitaire qui était déjà que nous avons commencé à mettre parce que à partir de ce moment-là, nous avons pu créer cette chaîne de distribution et de récolte. Ça, c'était la base quand la France ensuite nous a soutenus. Cette base nous a permis à réagir très très vite. C'est pour ça que je voudrais commencer par le début. Alors, nous avons commencé à acheminer de l'aide en Arménie à Artsakh dès le premier jour de la guerre. Tout d'abord, il y avait une manque, comme j'ai déjà dit, importante des appareils médicaux portables, des médicaments et tous les autres outils médicaux. Et pour cela, nous avons cherché des professionnels, des spécialistes dans ce domaine pour nous guider. Et on a trouvé une fondation médicale avec une très bonne réputation et surtout très dynamique, car il fallait réagir pendant la guerre jour et nuit. Et nous avons pris la décision de travailler avec la fondation Viva. C'est des médecins et bénévoles pour l'Arménie. C'est une fondation qui regroupait des médecins en Russie et dont les membres sont partis en Artsakh le lendemain de la guerre. En total, c'était à peu près 25 médecins qui se sont déplacés pour venir en aide. Et cela nous a permis d'avoir l'information mise à jour plusieurs fois par jour par les médecins eux-mêmes qui intervenaient sur place dans la plupart des hôpitaux et centres médicaux à Karabakh et en Arménie. Et par exemple, le soir, les médecins communiquaient l'information sur les outils qui manquaient et le lendemain, ils avaient déjà tout ce qu'il fallait. On a acheté l'ensemble avec la Fondation Viva en Russie. On cherchait en France avec nos partenaires, en Suisse et même en Australie quand il fallait. Mais vu la différence de prix, les contraintes logistiques et la nécessité de réagir en urgence, la plupart des choses partaient pendant la guerre de Russie. Bien évidemment, on coordonnait nos actions avec le ministère de la Santé et petit à petit, nous avons commencé à connaître d'autres organismes médicaux qui intervenaient. Et je pense que 2 semaines après le début de la guerre, nous avons déjà créé
un groupe de travail qui représentait des différents pays et échangeait l'information et coordonnait les actions afin d'éviter le doublon. Et c'était un bel exemple de l'unité d'efficacité qui nous a déjà permis d'avoir cette expérience. En parallèle, nous avons commencé de partager l'information dans le diaspora en France, coordonner les actions avec différentes personnes, médecins et associations. Et pas une chaîne de récolte en France et la distribution en Arménie a commencé à apparaître. Et ensuite, comme vous le connaissez, le 12 novembre, quand le président Emmanuel Macron a reçu au Palais d'Élysée des personnalités des organisations humanitaires, ça, c'était le point de départ très important. Parce que ce soutien était primordial, car il nous a permis d'avoir un appui logistique très important mis en place par le Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères. Et cela nous a permis d'accélérer notre travail, doubler nos efforts et arriver aux résultats que nous avons en ce moment. Mais je dois souligner que sans cette aide et sans ce soutien, ce serait beaucoup plus difficile de faire le travail que nous avons mené dans le durée aussi courte. Alors, Stéphane Marder-Rossian, de votre côté, quels sont les biens que vous fournissez et quelles sont les actions que vous avez pu mener? Alors, en fait, quand le conflit a commencé, comme nous sommes sur place de toute façon, les Homoui d'Artsakh qui d'habitude vont régulièrement dans les casernes et au plus près des lignes de front, quand elles le peuvent, bien sûr, quand les situations sont assez calmes, ont continué leur travail tant qu'elles le pouvaient, donc en fournissant aux soldats des vêtements chauds, des sous-vêtements chauds et différents articles. Et elles sont restées en Artsakh tant qu'elles ont pu. Et puis en Arménie, dès que les familles ont commencé à arriver, bien sûr, elles se sont mobilisées aussi sur place pour acheter déjà le minimum pour ceux qui se présentaient, en attendant que nous puissions envoyer, nos fonds des collectes que nous avions mis en place dès le début du conflit. Donc, par exemple, la France a débloqué tout de suite 20 000 euros qu'on a envoyé en Arménie dès l'annonce quasiment de la reprise de la guerre. Et les autres pays ont fait de même pour que, justement, en Arménie, elles puissent venir soutenir les familles qui sont arrivées dès le début, notamment les femmes et les enfants en bas âge qui se présentaient tout de suite. Voilà. Et puis bien sûr, donc en Artsakh, on a fourni tout de suite des trousses de secours d'urgence, de premiers soins pour les soldats. On a tout de suite envoyé l'ambulance que nous avons à Rougir, au centre de la mère et de l'enfant. On l'a mise à disposition tout de suite de l'Artsakh. On a acheté une ambulance aussi dans les jours qui ont suivi, pour une ambulance tout-terrain pour pouvoir l'acheminer en Artsakh. Et voilà, donc au début, c'était vraiment l'aide d'urgence a été mise en place tout de suite. Voilà. Christina Aznavour, quels sont maintenant les besoins vous avez pu identifier au bout de 2 mois? C'est-à-dire que les vêtements chauds sont pour une partie, peut-être c'est pas encore suffisant, mais est-ce que vous avez identifié des besoins nouveaux de la part des autorités arméniennes ou pour les réfugiés? Vous savez, les besoins dont je sais certainement, parce qu'on est toujours en train de chercher à racheter les stocks, c'est par exemple les chaussures pour les enfants, les habits pour les enfants. Là, avec l'envoi de bateaux, on a une très très grande partie, à peu près centaines de palettes des habits encore chaudes pour les femmes et pour les hommes. Cela nous a permis va permettre de couvrir beaucoup de gens. Mais avec les habits pour les enfants, je pense que c'est ça la problématique qu'on a en ce moment. On continue de racheter les stocks, mais ils ne sont pas suffisants en fait. Effectivement, les enfants, l'accueil des enfants, y compris le fait de les scolariser, parce qu'ils sont pas il faut pas les déscolariser, c'est aussi une préoccupation de la Croix-Bleue. Oui, alors en Arménie, ils sont scolarisés. A priori, tous ceux qu'on a entendus sont scolarisés gratuitement. Et donc en Artsakh, comme vous le savez certainement, on a nos écoles maternelles aussi.
qui ont réouvert là, il y a une quinzaine de jours. Vous disposez encore de 4 écoles maternelles? Oui, en fait, on avait 8 écoles maternelles là, en Artsakh, mais 4 d'entre elles se trouvent sur les zones qui ont été reprises par les Azéris. Donc 2 dans la région de Hadrout, celle de Chouchi bien sûr, et une dans la région de Peshtur. Et nous avons encore donc, nos 4 écoles maternelles à Askeran, à Shan, à Khansaristan et à Stepanakert. Donc celle de Khansaristan est financée par la France, en partie, et celle de Stepanakert, donc c'est celle qui a été rénovée, la plus récente, qui a été rénovée et dont on a fait l'inauguration en 2017. Alors, heureusement, elle n'a été que très peu abîmée pendant le conflit. Les autres aussi, ces 4-là n'ont pas été trop touchés par les bombardements. Mais voilà, donc les enfants ont repris l'école. Les enfants ont repris l'école il y a quelques semaines. Et bon, pour les 4 autres écoles, pour l'instant, elles sont perdues. On n'a pas vraiment de nouvelles de la situation. On ne sait pas trop si les Azéris les ont vandalisés. Enfin, on n'a pas vraiment d'informations puisqu'on ne peut pas aller sur place. Christina Aznavour, justement, puisqu'il faut aussi qu'une partie de cette aide aille jusqu'en Artsakh, est-ce que ça a compliqué le cessez-le-feu, la mise en place de la force russe? Est-ce que la présence peut-être potentielle des Azéris, etc., est-ce que ça a compliqué l'acheminement jusqu'en Artsakh, jusqu'à Stepanakert, etc.? Non, je ne dirais pas. C'était plus difficile d'intervenir pendant la guerre, oui, et plus dangereux, bien évidemment. Et malgré, dans cette condition, malgré cette situation, on arrivait quand même à le faire. Moi, je dirais que maintenant, c'est devenu beaucoup plus simple. Point de vue de sécurité, et les bénévoles et les ouvriers qui passent pour ramener la marchandise, ils n'ont pas peur. Et on a vu qu'il y a eu un mouvement de retour d'un certain nombre qui étaient en Arménie, qui sont rentrés en Artsakh. Le gouvernement arménien et le gouvernement alsariote estiment à peu près maintenant à 45 000 personnes qui sont rentrées en Arménie. Donc en fait, il y a aussi tout un travail pour permettre de suivre ces réfugiés qui sont dans un village en Arménie et qui retournent en Artsakh et qui se relocalisent quelque part. Il faut pouvoir, si on veut pouvoir continuer à les aider, il faut pouvoir les suivre. Absolument, absolument. Et ça, c'est un point qui complique le travail parce que chaque jour, les chiffres et les données changent. Par exemple, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines avant, on savait qu'il y a 3500 personnes à Goris et on préparait l'aide pour cette quantité de gens. Le jour quand l'aide arrive, on sait que la quantité a changé et du coup, il faut tout dispatcher différemment. Ça, c'est le point qui complique la situation, mais en même temps, on se réjouit du fait que les gens ils sont prêts à retourner. Parce que nous avons parlé avec pas mal de gens qui sont partis et on comprend que le traumatisme psychologique est tellement parfois fort qu'ils ne sont pas prêts de vivre 3e fois la guerre. Et ils comprennent que ça peut arriver et ils préfèrent rester dans les conditions très très difficiles en Arménie que rentrer à Karabakh. Je ne parle pas bien évidemment de tous les gens, mais surtout ceux qui ont les garçons, qui ont les enfants, qui ont peur pour leur futur. Voilà. Alors, Serhan Mardirosyan, est-ce que c'est vrai que ça complique votre travail sur place, enfin le travail du Home sur place? Dans une certaine mesure, oui, puisque en fait là, les Homoui d'Artsakh ont repris leurs activités. On va dire il y a quelques semaines, puisque en fait elles sont restées tant qu'elles ont pu, comme je vous le disais tout à l'heure. Elles sont ensuite allées en Arménie et elles sont revenues il y a quelques semaines, donc peu de temps après la signature de l'accord signé par Pachinian. Et donc elles ont commencé à faire un bilan en fait des gens qui étaient là, évaluer un peu les besoins. Et c'est vrai que là, comme il y a des arrivées, pas tous les jours, mais régulières, donc elles sont
Elles refont régulièrement la tournée, enfin la tournée entre guillemets, hein, c'est pas très pour joli comme terme, listes, mais oui, voilà, pour rétablir les listes des personnes qui seraient revenues et évaluer les besoins qui sont considérables. Christina Aznavour, à plus long terme, comment vous voyez l'évolution de cette aide humanitaire? Je crois que le gouvernement français, le président Macron, avait dit que cette aide s'installait pour au moins 5 ans. C'est bien ça? C'est ça, c'est juste. En ce moment, vous savez, on était dans l'urgence et en ce moment, nous avons suspendu toutes les récoltes de l'aide humanitaire. Après l'arrivée de 80 tonnes supplémentaires par le bateau à la fin du mois de janvier, nous allons procéder à la distribution et ensuite à la réévaluation de la situation. Parce que il y a un autre point qui est très important, c'est vraiment le domaine médical, parce qu'on sait que nous avons pas mal des soldats qui étaient touchés, qui ont besoin d'une intervention médicale professionnelle. Et là, le temps également est très important. Et nous, de notre côté, on va procéder à la création d'un programme qui engage les virtual reality. Aidez-moi à traduire en français. Réalité virtuelle. C'est ça. C'est en fait une grande compagnie mondiale qui est basée en Suisse, avec le directeur duquel nous avons déjà échangé plusieurs fois. C'est une méthode, c'est la dernière méthode qui prouve que ces chocs traumatiques peuvent être dépassés grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Et ça, c'est un des projets qu'on souhaite mettre en place. Et pour cela, nous avons besoin que notre équipe également réévalue la situation, mais puisse cibler d'autres choses en fait, parce que la distribution de l'aide humanitaire, le récolte, ça prend tout notre temps et toute l'équipe travaille dessus. Mais au bout de moment, on comprend que déjà l'hiver, il sera plus doux, que nous avons couvrir une grande quantité de réfugiés, mais derrière, il y a des garçons tout jeunes de 18 ans, de 20 ans, qui ont perdu la possibilité de dormir, ils ne dorment plus, ils ont besoin d'aide et le soin important physique et psychologique, et c'est sur ce domaine-là que nous, on souhaite se concentrer. Mais bien évidemment, si on va voir qu'il y a un besoin dans l'aide humanitaire, on va continuer avec toutes les associations et fondations, je suis sûre, de mettre tous nos efforts pour répondre aux besoins. Je reste un peu avec vous, Christina Aznavour. Imaginiez-vous avec Nicolas, quand vous avez lancé la fondation, quand vous aviez tous ces projets culturels, imaginiez-vous qu'en 2021, vous soyez encore obligé de faire de l'aide humanitaire et presque vous consacrer à ça? Comment se passent les activités de la fondation Aznavour? Vous savez, l'humanitaire faisait toujours partie de la mission de notre fondation. Par exemple, nous avons un programme de relogement des victimes de tremblements de terre à Gyumri. Et même malgré le fait qu'on a mené toutes nos actions pendant la guerre et on était concentré sur ça, on a quand même pu reloger à peu près 30 personnes dans les nouvelles appartements, et une des familles a eu la naissance de son 5e enfant et a fêté le Noël dans un nouvel appartement à Gyumri. Et aussi pendant la Covid, nous avons soutenu avec un programme alimentaire des familles pauvres. Dans le cadre de programme de lutte contre Covid, nous avons fourni, pour ne pas vous dire, mais c'est largement plus que 140 000 masques, à peu près 5 000 costumes pour les médecins et 7 000 litres de désinfectants, ce qui a permis de couvrir pendant 3 mois les besoins de tous les hôpitaux en Arménie. Et on continue à mener ces actions humanitaires, mais bien évidemment on savait tous que la guerre va s'éclater à un moment donné, mais c'était quand même très inattendu. Et bien sûr, on ne pensait pas qu'on sera obligé de mener des actions humanitaires de cette ampleur. Mais voilà, la vie est faite comme ça, et je suis très contente que nous avons pu réagir et que nous avons pu avoir cette unité et l'efficacité avec toutes les fondations, parmi eux le Croix Bleue de France, bien évidemment, et des autres invités qui font partie. Vous me permettez de lancer encore une fois une perche, puisque Nadia Gorzounian, la présidente de l'UGAB Europe et membre du Bureau mondial, est avec nous. Nadia Gorzounian, bonjour.
Bonjour. Bon, vous êtes en compagnie de Christine Aznavour et de Sévan Mardi-Rossian. L'UGAB est un acteur aussi important de cette aide humanitaire sur place, donc là-dessus. De votre côté, comment s'est organisé cet élan et comment l'UGAB, qui est aussi une structure mondiale, a pris en charge cette aide humanitaire? Alors, comme vous l'avez dit plus tôt, je voudrais tout d'abord présenter mes vœux à chacun de nous et surtout pour notre patrie, avec beaucoup d'espoir de renouveau pour nous tous. Je voudrais également, avant de vous répondre, saluer la mobilisation de vraiment chacun de nous, toute organisation, tous les groupes, parce que notre seule, consolation dans ces moments difficiles, c'est de voir la mobilisation générale, l'engouement de tout le monde pour aider l'Arménie et l'Artsakh, et ça fait chaud au cœur. Je vais vous parler, oui, effectivement, donc de ce que nous faisons au niveau UGAB, avec une vision peut-être un petit peu différente, mais tout à fait complémentaire. Si, par exemple, au niveau de l'UGAB Europe, justement, à partir de Bruxelles, il y a eu plusieurs avions et de nombreux camions aussi qui ont amené de l'aide, et c'était de l'aide essentiellement pour le Covid, de l'aide alimentaire et des vêtements. Et ça, c'est parti et ça continue encore de partir d'Europe. Mais cette aide qui part d'Europe avait pour vocation de récupérer donc l'aide récoltée par les différents chapters et les différentes organisations d'Europe et qui partait donc directement en Arménie et en Artsakh. Pour ce qui concerne la France, on a une stratégie un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a choisi chaque fois que c'était possible, et ça a été très souvent, de plutôt transférer de l'argent en Arménie, d'acheter le matériel, quel qu'il soit, et je vais y revenir, en Arménie même, pour justement accélérer le processus. Et nous aussi également, c'est vrai, il faut le dire, depuis quasiment le premier jour de la guerre, on a déjà commencé à aider les réfugiés, puisqu'ils sont arrivés très tôt à Yerevan, en Arménie en général. Et comme on a effectivement une grosse structure à la fois à Yerevan mais aussi à Stepanakert, on a la chance d'avoir du monde sur place pour en fait une continuité d'action et une réactivité qui ont été vraiment très importantes. Donc si vous voulez, l'UGAB en fait agit sur 4 grands pôles comme d'autres. Évidemment le pôle alimentaire et hygiénique, le pôle logement. Et là, quand je dis logement, c'est pas encore malheureusement la reconstruction, mais c'est fournir à des familles des radiateurs, des couvertures, enfin de quoi éventuellement se loger, qu'ils soient encore en Arménie ou qu'ils soient déjà retournés en Artsakh. Il y a un pôle développement économique, dont je vais dire un mot, et le pôle médical. Donc pour la partie en particulier de la distribution alimentaire, là, je voudrais également saluer la collaboration très étroite qu'on a eue depuis très très tôt en octobre avec la branche française du Fonds arménien de France, parce qu'il s'agissait, et ça a été fait bien sûr avec toutes les organisations également, mais il s'agissait de se répartir en fait pour les réfugiés qui sont en Arménie, de bien comprendre combien ils étaient, où ils étaient, même si en effet ces chiffres varient beaucoup en ce moment, et pour qu'on se répartisse les zones géographiques, pour à la fois ne pas faire doublon entre nous, et surtout pour ne pas oublier certaines personnes réfugiées qui n'auraient pas eu accès à l'aide. Donc il y a eu un gros travail avec, même harmonisation, des contenus des boîtes, évaluation des montants par famille, des quantités, et donc beaucoup d'aide alimentaire. Du soutien aussi, je le disais, au logement, à la fourniture de matériel comme des radiateurs et des couvertures. Et pour toute cette distribution, donc l'argent partait de France, les achats se faisaient en Arménie très rapidement et la distribution a été immédiate grâce à nos équipes en Arménie, en Artsakh, je l'ai dit, mais aussi, je veux le souligner, grâce à plusieurs, on en est déjà au 3e groupe indigène de volontaires, ce sont des jeunes, des membres de jeunes, qui vont faire des missions de volontariat pendant une semaine, qui travaillent sous la direction, je dirais, de l'UGAB Arménie, et qui servent vraiment, qui apportent leur énergie et leurs bras pour la distribution, avec beaucoup de souplesse et de flexibilité, et je veux saluer l'équipe d'Arménie Tardeville, des jeunes professionnels et des jeunes de l'UGAB qui aident beaucoup, parce qu'il y a beaucoup à faire, on l'a dit.
et on est très vite débordé par la charge de ce travail qui continue encore. Donc ça, c'était pour la partie alimentaire et aide au logement. Nadia, juste une petite seconde, parce que nous devons laisser Christina qui a d'autres rendez-vous aujourd'hui. Christina Aznavour, merci encore. Est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel vous vouliez attirer l'attention pour la Fondation ? Moi, je voudrais vraiment remercier, merci d'abord, et je suis désolée Nadia de vous avoir interrompu. Je voudrais juste remercier toutes les organisations et tous les donateurs privés et les compagnies qui nous ont soutenus et qui continuent de nous soutenir chaque jour pour leur engagement. Et je dois également dire qu'il ne s'agit pas seulement du diaspora arménien qui a été mobilisé, mais les gens de toutes les nationalités et de toutes les religions. Nous avons par exemple des Français, les électriciens sans frontières qui se sont déplacés eux-mêmes en Arménie afin de ramener le matériel très important et aider avec le chauffage des centres des migrants, si je peux appeler comme ça. C'était des écoles transformées, etc. Et ça, je pense, c'est un point très important parce que nous avons vu la mobilisation de toute cette communauté, de toutes les nationalités et religions. Et également, nous avons vu une belle réussite de collaboration entre les fondations et les associations arméniennes. Et moi, je souhaite qu'on puisse tous continuer comme ça. Voilà. Merci. Et merci que vous avez organisé cette interview. Je trouve que c'est très intéressant parce que même nous, entre nous, on s'échange, mais pas souvent, pas en détail comme ça. Ça nous fait également de découvrir le travail des autres pour comprendre mieux et pouvoir être encore plus efficaces tous ensemble. Merci beaucoup Christina. Passez nos amitiés à Nicolas qui est pas loin de vous mais qui pouvait pas être présent à malheureusement vos côtés. Il avait un autre appel pendant ce temps-là. Voilà. Donc merci encore et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Alors je vais reprendre maintenant donc avec Nadia Gorzounian et avec Sevan Mardi-Rossian. On voit que sur la partie aide humanitaire, il y a eu une forte mobilisation. Nadia Gorzounian évoquait l'apport des jeunes de l'UGAB pour aller accompagner, etc. C'est des choses qui effectivement ont également été mises en place au niveau de la Croix-Bleue, avec notamment la FR Noorseround. Oui, tout à fait. Alors, déjà sur place, bien sûr, les Homoui travaillent souvent avec les jeunes du Yelda Sartagan Miutun, donc l'équivalent du Noorseround en Arménie. Et donc là, aux alentours de Noël, une équipe du Noorseround s'est rendue en Arménie pour travailler aussi donc avec le Home et aller rencontrer les réfugiés. Eux avaient préparé déjà avant de partir, ils avaient fait une collecte et arrivés sur place, donc ils ont distribué leur collecte bien sûr et travaillé avec le Home pour rencontrer les familles de réfugiés, les familles de déplacés qui étaient à Yerevan, dans les régions, pour pouvoir aussi distribuer un peu d'aide, donner des cadeaux de Noël aux enfants avec l'opération Harmanouche qu'on fait d'habitude tous les ans, mais qui est financée par les membres du Home. Et cette année, on l'a ouverte, on l'a étendue un peu plus en faisant donc l'opération Harmanouche à 10 €, qui a permis de donner des cadeaux de Noël à beaucoup d'enfants en Arménie, en Artsakh, et dans d'autres régions aussi comme le Liban ou la Syrie. Alors, Nadia Gorzounian, je vous ai coupé, vous n'aviez pas terminé. On a évoqué donc effectivement la partie aide humanitaire. Vous vouliez nous parler également de l'aide économique, si j'ai bien compris. Oui, alors je rebondis sur ce que dit mon ami Sevan. Effectivement, les jeunes, entre autres, ont également donné des cadeaux de Noël, et c'est vrai qu'on a tous essayé de faire un peu chaud au cœur à ces pauvres enfants qui sont aussi maltraités par la vie, mais je pense que c'était nécessaire. Oui, je voulais juste terminer avec deux autres points, puisque j'ai évoqué donc l'aide alimentaire et l'aide au logement avec les radiateurs et les couvertures. Il y a deux autres pôles sur lesquels on travaille depuis le début très activement. Il y a d'abord donc l'aide au développement économique. Ça, c'est un projet de soutien à l'entrepreneuriat des femmes d'Arménie et d'Artsakh qui existait déjà avant la guerre, mais qu'on a renforcé pour réencourager donc des femmes à créer leurs entreprises ou
pouvoir recommencer à travailler et obtenir pour développer l'aspect économique de la famille. Et le dernier point très important sur lequel on travaille depuis également, qui s'est mis en place au tout début de la guerre et qui commence à très bien fonctionner, c'est le soutien effectivement médical, psychologique et de rééducation. Je voudrais citer un groupe qui s'appelle le groupe Santé Arménie, qui a été créé par des médecins essentiellement de la PHP en France, de la PHP à Paris, Lyon, Marseille, dans toute la France. Il y a donc plus d'une centaine de médecins arméniens ou pas, mais autour de médecins arméniens qui ont créé ce groupe. L'UGAP France est partenaire de ce groupe Santé Arménie. Et donc, avec l'aide, là aussi, du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire du centre de crise, il y a déjà plusieurs groupes de médecins qui ont été envoyés en Arménie. On a commencé essentiellement, bien sûr, par les chirurgiens, parce que la première urgence est chirurgicale. Et on travaille déjà, il y a déjà plusieurs missions, en particulier des missions d'exploration sur l'aspect psychologique, avec un programme qui va être mis en place dès janvier. Également, une mission d'exploration sur la partie rééducation, réhabilitation, c'est-à-dire les kinésies, qui doivent ensuite, très vite après la chirurgie, remettre debout ces jeunes soldats qui ont été gravement blessés, avec donc là aussi une étude faite sur place avant la fin de l'année dernière et qui va donner lieu à de nombreuses missions médicales, psychologiques et ou paramédicales, et la fourniture de médicaments quand c'est nécessaire, mais c'est plus tant ça d'urgence, mais la fourniture également de formation entre médecins à distance, et aussi pour les kinés et aussi pour les psychologues, des tas de choses comme ça. Et on travaille aussi très activement sur un projet pour la réalisation de prothèses, donc de membres en 3D. Donc le groupe Santé Arménie est un groupe qui est mené par Arsène Mikinian et Yaria Garbadian, et qui est extrêmement actif et qu'on est très fiers d'aider, de soutenir et d'aider à se développer, parce qu'il y a beaucoup à faire et ça va durer très longtemps, sur le long terme, pour bien sûr essayer d'aider toutes ces populations civiles et militaires qui ont été blessées physiquement. On vous entend plus très bien, Nadia. Voilà, pardon. Je disais, ça va être très important et ça va devoir durer très longtemps pour aider les populations civiles et militaires au plan médical, psychologique et physique. Voilà. Alors, Sévan Intervention, vous intervenez depuis de nombreuses années auprès du centre de rééducation de Yerevan des soldats. Oui, c'est-à-dire que le centre de rééducation des soldats et des vétérans à Yerevan, qui se situe à l'université de médecine de Yerevan, a été rénové en 2016, et donc au moment de la rénovation, ils ont fait appel au Home. Donc on a participé à la rénovation du centre, et donc depuis, on y va régulièrement, quasiment toutes les semaines. On va rencontrer les soldats, on finance quand il y a des choses à financer, qu'on peut le faire, on le fait. On a fourni des lits médicalisés dès le début dès l'ouverture quasiment. Et puis différents équipements. On a fourni une ambulance, un VSL qui permet aux soldats qui ne sont pas hospitalisés là-bas, qui vont faire juste leur séance de rééducation, d'aller les chercher, de les ramener chez eux, voilà, donc des allers-retours. Et puis sur place, bien sûr, il y a les soldats qui sont sur place en rééducation, qui sont permanents sur place, et donc on les rencontre régulièrement. Voilà, on discute beaucoup avec eux et on essaye de faire ce qu'on peut pour les aider. Là, régulièrement, les enfants aussi. Dernièrement, pour Noël, on a organisé une petite réception avec leurs enfants et les enfants de certains de leurs amis qui avaient disparu, qui étaient décédés pendant la guerre. Enfin voilà, on essaie de les soulager comme on peut et d'aider l'hôpital avec ses équipements. Quand on peut financer des équipements, on le fait. Voilà. Nadia Gordonian et Sévan, vous pouvez tous les deux répondre à la même question. En fait, il va y avoir aussi un volet qui va être la prise en charge justement de tous
tous ces mutilés et prise en charge traumatique également au niveau psychologique, on n'imagine pas qu'il y a aujourd'hui plus de 12 000 blessés avec différents handicaps de tous les niveaux. C'est-à-dire que on va changer ça change le paradigme de la prise en charge par la société arménienne du handicap. Oui. Oui. Oui, vous avez raison. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est très bien qu'on soit nombreux à travailler sur le sujet, parce que il faut avoir l'unité de reconnaître que personne ne peut gérer seul tout ça, parce que l'ampleur du problème est énorme. Donc, oui, ce que j'essayais d'évoquer là à l'instant, c'est qu'encore une fois, donc, le groupe Santé Arménie travaille sur ce thème des mutilés à tous les niveaux, c'est-à-dire dans des ordres en termes de formation des médecins et rééducateurs arméniens lorsque c'est nécessaire, bien sûr à leur demande, et que ce soit par des formations physiques en face-face ou par des formations à distance par les médecins français. J'évoquais cette nécessité de renforcer la fabrication des prothèses, et donc il y a un gros projet de fabrication de prothèses en 3 dimensions, par une imprimante 3D. C'est des choses qui à la fois existent mais qui ne sont pas suffisamment bien développées. Donc il faut aussi créer donc le matériel lui-même pour avoir à la fois du matériel de qualité mais à des coûts abordables. Ça c'est le deuxième pôle. Et bien sûr, on a toujours besoin, encore une fois, de médecins physiquement, qu'ils soient médecins purement, qu'ils soient psychologues, psychiatres ou qu'ils soient rééducateurs. Parce qu'on sait bien que, en particulier sur le problème des mutilés, c'est vraiment un enjeu global, et que pour essayer d'aider un mutilé, surtout quand ils sont si jeunes, c'est un problème qui est médical, qui est psychologique et qui est rééducationnel. L'un ne va pas sans l'autre, et on travaille donc beaucoup là-dessus, et c'est pour ça qu'il y a différentes missions sur ces différents thèmes. Déjà en Arménie, on continue, quoi. On va continuer longtemps. Alors, on va introduire une 3e personne qui est Bedros Terzian, qui représente le Fonds arménien, qui est directeur du Fonds arménien. Bedros Terzian, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez entendu les représentants de l'UGAB ou de la Croix-Bleue qui ont parlé sur l'aide humanitaire. Comment vous, le Fonds arménien, qui est pas en arménien, puisque vous représentez également, vous êtes la représentation de l'Imnatram, du fonds Imnatram en arménien à Yazdan, comment le fonds arménien, lui, est intervenu durant cette guerre, et surtout, on va surtout essayer de se concentrer sur les projets à venir maintenant, Bedros Terzian. Oui, je voudrais d'abord saluer le travail des autres associations, celles qui participent à cette émission, mais beaucoup d'autres, des centaines d'associations qui se sont mobilisées et grâce auxquelles l'aide a pu parvenir assez rapidement. Alors, une des caractéristiques de la crise de réfugiés que nous connaissons actuellement est la suivante. Il n'y a personne dans la rue. Il n'y a personne dans la rue. Toutes les personnes, les familles déplacées ont été hébergées, soit par d'autres familles, soit dans des hôtels, soit dans des structures collectives, etc. Deuxièmement, il n'y a pas de mendiants dans la rue. Il y a une dignité dans ces réfugiés qui est extraordinaire, une dignité extraordinaire. C'est vrai qu'ils font la file pour prendre des colis alimentaires, etc., mais on sent dans ces gens-là beaucoup de dignité. Troisième caractéristique que je voudrais souligner, il y a peu de doublons entre les actions des différentes associations. Il y a une grande coordination, grande spécialisation entre ce que fait Aznavour d'un côté, l'UGAB de l'autre, la Croix-Bleue de son côté, et d'autres et d'autres. Ça, c'est vraiment aussi extraordinaire. Et puis, quatrièmement, pour terminer ce point d'ensemble, c'est que les réfugiés, assez rapidement, se sont organisés entre eux. Ils ont créé ce qu'ils appellent des shtab. Le shtab veut dire rapide urgence. Il faut ici l'interpréter comme un mot, comme coordination. Ils se sont organisés en ville. Par exemple, il y a le shtab de Hadrout, le shtab de Chouchi et ainsi de suite. Et donc, ça aussi, c'est un point à souligner. Et puis, je voudrais terminer ce point d'ensemble en faisant un parallèle avec le séisme de 1988 que certains d'entre nous ont connu. À l'époque, c'était la puissante Union soviétique. Et quelle désorganisation, quel gâchis,
dans la distribution de l'aide humanitaire. Alors qu'aujourd'hui, la petite Arménie, complètement encerclée, a pu, grâce à la mobilisation de ces associations, s'organiser assez rapidement pour venir en aide à ces réfugiés. C'est quand même extraordinaire le parallèle entre le séisme de 88 et la crise que nous connaissons actuellement. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Maintenant, au niveau des grands chiffres, au pic de l'exode, nous avions à peu près 110 000 personnes qui avaient fui le Rarapa. Assez rapidement, il y a eu des retours. La situation actuelle est la suivante. Il y a eu environ 49 000 retours à ce jour enregistrés, plus des personnes qui n'avaient jamais quitté, ce qui fait qu'actuellement, sur place, nous avons à peu près 30 000 personnes. Donc il y a une forte diminution, c'est bien. Et sur ces 30 000, il va y avoir à peu près 20 000 personnes pour lesquelles il faut trouver des solutions durables parce que ces personnes ont perdu leurs habitations qui sont restées dans la zone occupée par l'Azerbaïdjan. Voilà la situation. Alors, juste pour être clair, c'est les 30 000 personnes, c'est les 30 000 personnes qui restent aujourd'hui en Arménie, puisqu'il y en a 80 000 qui sont, enfin au total, il y a aujourd'hui 80 000 personnes en Artsakh. Il y a environ 30 000 qui restent encore en Arménie. Sur ces 30 000, 10 000 peuvent encore rentrer. Si on trouve des solutions pour les logements, parce que certaines villes ont été touchées très fortement par les bombardements. Par exemple, je pense à Mardouni, Mardagerd, une partie de Stepanagerd. Donc pour ces personnes-là, il faut trouver rapidement des solutions sur place. Et puis, il faut trouver des solutions à plus long terme pour environ 20 000 personnes qui proviennent de la zone sud de l'Artsakh qui a été occupée par l'Azerbaïdjan. Je pense au triangle formé par Chouchi, Hadrout et la rivière Aravni. Oui. Donc voilà la situation actuellement. Alors au niveau du Fonds arménien, ce que je peux vous dire, et là aussi je vais essayer de résumer parce que ça a été colossal, grâce à la mobilisation de tout le monde. Et vraiment, à l'appel de l'Arménie et de l'Artsakh, vous savez que tous les dons ont été centralisés vers le Fonds arménien mondial, et nous avons reçu près de 500 000 dons. 500 000 dons. Au total, à peu près 200 millions de dollars, 197 millions de dollars. Nous n'avons aucun mérite à titre Fonds arménien. C'est la mobilisation mondiale des Arméniens qui a produit ce résultat. Et donc, il fallait être à la hauteur de cette responsabilité. Alors, nous avons agi pendant la guerre. Nous avons communiqué longuement là-dessus. Très rapidement, on a d'abord agi au niveau des abris. Il y avait des abris, il fallait équiper les abris, groupes électrogènes, radiateurs électriques, lits superposés, matelas, meubles, etc., etc. Nous avons agi au niveau des moyens de transport, 15 ambulances livrées, des stations de recharge livrées, des véhicules de transport, du carburant, des moyens de télécommunication, etc. La liste est vraiment très longue et je ne peux pas vous entrer dans les détails. Nous avons communiqué là-dessus par écrit et on le trouve sur notre site également. Alors, pendant la guerre, nous avons aussi commencé à aider l'État arménien. Parce que l'État arménien nous a demandé de l'aide au 7e, 8e jour des combats. Et cela nous a placés dans une situation nouvelle parce que jusqu'à présent, jamais le Fonds arménien n'a donné de l'argent à l'État arménien ou à l'État de l'Artsakh, l'Arménie ou l'Artsakh. Donc c'était une nouveauté pour nous. Bien entendu, des centaines de milliers de dons qui nous avaient été adressés pour aider l'Arménie, le gouvernement, l'Artsakh. Donc c'était normal que cette demande nous soit adressée. Mais nous avons d'abord étudié la loi pour savoir si on pouvait le faire. Deuxièmement, nos statuts. Et ce n'est qu'après que nous avons mis au vote entre les 29 membres de notre Conseil des gouverneurs mondial. Et c'est là que les transferts à l'État arménien ont été votés. Alors, je dois dire que ces votes, à chaque transfert, il y a eu un contrat signé avec le gouvernement arménien. À chaque transfert, il y a eu un vote des membres du Conseil des gouverneurs.
chaque transfert a été voté à l'écrasante majorité des membres du Conseil des gouverneurs, y compris le président, les deux catholicos, les grandes organisations humanitaires comme l'UGAB, Armenian Assembly, etc., les trois partis historiques de la diaspora, le parti Tashnak, le parti Ramgavar, le parti Hinchakian, etc., etc. Donc il y avait une quasi-unanimité. S'il n'y a pas eu unanimité sur chaque vote, c'est simplement parce qu'il fallait voter rapidement et certaines personnes n'ont même pas eu le temps de voter. C'est tout. Mais il n'y a eu aucune opposition. Donc ça a été notre deuxième champ d'action. Nous avons transféré au total 107 millions de dollars à l'État arménien. Et sur ces 107 millions, nous avons reçu à ce jour des rapports détaillés sur l'utilisation de 60 millions de dollars. Nous attendons les rapports détaillés sur l'utilisation du reste de l'argent. Donc, et j'en viens au troisième stade et je termine. Après la guerre, nous avons commencé à travailler également en nous adaptant aux nouvelles circonstances. Alors, il y a eu, vous le savez, on a communiqué là-dessus, distribution de colis alimentaires à des réfugiés, 11 000 personnes, plus de l'aide financière à d'autres associations qui faisaient le même travail, mais qui manquaient de moyens financiers. C'était normal de dire oui à ces associations. Donc, nous avons travaillé non seulement à Yerevan, mais également dans des régions éloignées où d'autres associations avaient du mal à parvenir. Je pense au Lori, au Davouche, à Goris, etc. Et nous avons également distribué pendant la période des fêtes des jouets aux enfants, organisé des tournées de théâtre, de marionnettes, pour mettre un petit peu de joie quand même dans cette ambiance horrible, quand même, horrible. Il y a eu énormément de transferts d'équipements médicaux pendant la guerre, 4 avions plus des convois terrestres. Je dois souligner que ces avions ne nous ont coûté presque pas d'argent, parce que c'était du matériel collecté, offert, et que même les avions étaient payés par des donateurs. Pour vous donner un exemple, l'avion qui est parti d'Europe nous a coûté exactement 2800 €. 2800 € seulement, c'était pour la collecte routière du matériel. Alors, ce que nous faisons actuellement, en dehors de ces aides d'urgence dont je vous ai parlé, c'est préparer l'avenir. Alors, la préparation de l'avenir a demandé dans un premier temps un inventaire de la situation. Combien d'habitations détruites, des infrastructures, etc. Cet inventaire a pris plusieurs semaines de la part du gouvernement. Lorsque l'inventaire a été réalisé, nous avons immédiatement envoyé une mission et nous sommes actuellement en train de préparer la reconstruction. Alors, on a choisi des axes. Premièrement, nous avons trouvé des immeubles d'habitation qui n'étaient pas terminés. Les chantiers étaient à l'arrêt. Donc nous allons terminer ces chantiers très rapidement et ça va dégager de la place pour plusieurs centaines, peut-être plus de 1000 familles déjà, ce qui est énorme. Ensuite, nous avons trouvé un système de construction d'habitation rapide, ultra rapide. Donc nous allons mettre cette pratique sur place, en exercice, pour construire assez rapidement. Nous avons presque renoncé, je dis presque parce qu'il y a encore une petite hésitation, sur les préfabriqués. Au début, on pensait aux préfabriqués, mais nos conseillers, architectes urbanistes, nous ont rappelé que les préfabriqués du tremblement de terre de 88 se sont rapidement transformés en bidonvilles durables. Et ils nous ont mis en garde contre cela. Donc, je pense que nous allons abandonner cette piste, trouver des moyens pour loger les familles dans des conditions décentes durablement, le temps que nous puissions construire en dur. Je pense que ça va être l'axe de travail. Et puis, 2 autres axes dont je voudrais vous parler. Nous préparons le redémarrage économique de l'activité en Artsakh. Je vous donne un exemple. Dans l'agriculture, à partir du printemps, on va distribuer des semences, du carburant diesel, des machines agricoles, des plants d'arbres, etc., pour que les agriculteurs puissent redémarrer. Il y aura probablement aussi distribution de bêtes, d'animaux, des moutons et des vaches sans doute. Et puis, dernier
point que je voudrais souligner, nous travaillons actuellement au niveau des handicapés. Alors, nous aidons une usine qui est en train de se monter aux environs de Yerevan, une usine qui va fabriquer des prothèses. Il existe déjà des unités de fabrication de prothèses, mais ce n'est pas suffisant en Arménie. Et dès que nous pourrons, nous allons payer les prothèses aux soldats, aux handicapés, et essayer de leur donner les matériaux les plus modernes possibles. Voilà, mille excuses pour avoir été long, mais il y a tellement de choses, j'ai essayé de résumer autant que possible. Alors, mesdames, puisque Bedros Terzian a eu un long exposé, Nadia Gordunian, peut-être d'abord, vous collaborez très étroitement avec le Fonds arménien depuis de nombreuses années. Comment l'UGAP s'insère dans ce programme avec le Fonds arménien ? Justement, donc je salue mon ami Bedros et je disais avant qu'il me rejoigne effectivement le call que on est prêt, on ne peut que se réjouir de la collaboration avec l'équipe en particulier, enfin française du Fonds, mais qui exerce directement en Arménie, et je pense à Souven, parce qu'encore une fois, on a très très vite vu, encore une fois, des mois d'octobre, qu'il fallait qu'on se coordonne sur l'aide aux réfugiés. À l'époque, c'était essentiellement d'abord l'aide alimentaire, et on l'a tous dit, hein, il faut saluer absolument toutes les organisations, grandes et petites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'exprimer, mais c'est quand même tout à fait réel. Mais il y a eu un gros travail de collaboration au départ entre le Fonds arménien et l'UGAP, et puis toutes les autres associations, pour, comme je le disais, d'une certaine façon, avec le gouvernement arménien bien sûr, et beaucoup avec les maires les maires des villes, donc qui ont des informations sur le nombre de réfugiés qu'ils avaient accueillis dès le début. Eh bien, il s'était agi de répartir la charge de travail pour n'oublier personne. Parce que c'est vrai, on le sait, on l'a tous dit, on court beaucoup après l'argent, même si on en a eu, on en a encore. On court après, les bras, parce qu'on a beaucoup de gens engagés, mais les besoins étaient tellement immenses que les besoins sont encore là, il va falloir qu'on poursuive en voie de volontaires et autres. Et par conséquent, il s'agit juste d'être performant, c'est-à-dire de ne pas perdre de temps, de perdre d'énergie, et donc de se coordonner. C'est vraiment un travail qui continue, hein. On a des contacts plusieurs fois par semaine, et je pense que c'est assez réjouissant, parce que malgré tout, on s'encourage et on essaie de faire mieux ensemble que ce que chacun de nous ne pourrait faire tout seul. Donc je veux saluer au début de mon intervention pour dire que la mobilisation de chacun et la coordination avec un grand nombre d'autres organismes, y compris bien sûr donc le Fonds arménien au premier chef, c'est un gage de succès et d'efficacité en fait de notre action. Alors, Sévan Mardi-Rossian, de votre côté, vous avez, on l'a dit en début d'émission, vous avez pris en charge avec le Home près de 10 000 réfugiés. Donc, on évoque le chiffre de 100 000, donc c'est presque plus de 10% des réfugiés qui sont pris en charge par le Home au quotidien, que ce soit dans l'aide alimentaire ou dans l'équipement, les soins sanitaires, etc. Donc, c'est une charge très importante. Comment se coordonne l'action avec le Fonds arménien sur place, avec les institutions de l'État arménien ? En fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, comme l'a rappelé Nadia, en fait, chacun a des listes. On n'a pas justement les listes des personnes sont établies de telle façon pour que on n'ait pas les mêmes noms sur nos listes, en fait. Et donc comme ça évite à chacun de repasser derrière l'autre, ce qui n'a aucun intérêt. Et puis, donc, on intervient dans les villages également de la même façon, avec les listes qu'on nous donne. Et puis, on a des gens qui viennent se présenter spontanément. Et dans ces cas-là, donc nos membres discutent longuement avec eux, parce que il faut aussi savoir qu'il y a malheureusement des gens qui essayent de se faire passer pour quelques profiteurs. Donc il faut quand même faire attention à ça aussi. Et puis on a mis en place maintenant un soutien aux familles pour
période de 4 mois pour l'instant, où on permet, en fait, on attribue une allocation, entre guillemets, de $250 par famille pour qu'elle puisse se nourrir, se loger, puisque tout le monde n'est pas forcément chez des amis ou dans sa famille, des hôtels ont mis à disposition des chambres également, mais ça ne suffit pas forcément pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui viennent de Stepanakert ou d'ailleurs et qui ont besoin de payer un loyer. Donc, il faut aussi qu'ils puissent se loger décemment. Donc, on accorde une allocation de $250 par mois. Et puis, on les aide, bien sûr, administrativement, psychologiquement, si besoin. Voilà, les Homoïs sont toujours répondent au plus d'appels qu'elles peuvent, et bien sûr dans la mesure de nos possibilités. On ne peut pas faire ça seul. C'est d'où l'importance du travail de chaque association. Et nous, on a nos 4, donc la Fondation Aznavour, l'UGAB, le Fonds et le Home sur place. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des centaines d'associations en Arménie, des centaines d'ONG, plus ou moins importantes, et qu'elles travaillent toutes pour soulager les personnes déplacées. Mais, je voulais à tous les trois, puisque effectivement vous avez tous les trois à la fois l'expérience du tremblement de terre et puis de la situation d'aujourd'hui, mais aussi l'expérience de ces 30 dernières années. On l'a évoqué un peu tout à l'heure avec la Croix-Bleue qui a perdu 4 de ses maternelles qui ont été rendues. Est-ce qu'il n'y a pas des... Enfin, Bezos Terzian, je m'adresse un peu à vous d'abord, mais est-ce que ça vous a fait quand même un sentiment de mal au cœur, je suppose, révoltant, quand vous avez vu tous les investissements qu'avait pu mettre en place le Fonds arménien pour l'Arsar, qui les routes, je pense à Chouchi et au lycée agronome là-dessus, Mosian, enfin je ne sais pas il a pu redémarrer ou pas, mais cette guerre a également détruit tout un certain nombre d'actes humanitaires qu'avait pu accomplir la France à l'égard de l'Arsar au cours des 30 dernières années. Absolument, nous avons perdu énormément d'investissements, comme vous l'avez dit, des routes, des écoles, des centres médicaux qui ne sont plus du tout maintenant contrôlés par les Arméniens, malheureusement. Et ça fait, je reprends votre mot, mal au cœur, oui. Mais aucun regret. Nous avons fait notre devoir. Il fallait construire, nous l'avons fait. Maintenant, le sort en est jeté. Ce n'était pas en nos mains. Ça ne dépendait pas de nous, Fonds arménien. Nous avons fait notre part du travail et nous ferons à nouveau notre part du travail. Par exemple, l'école Yeznik Mosian dont vous avez parlé, qui était à Chouchi, une école ultra moderne, les métiers du bâtiment et l'énergie solaire. Nous l'avons immédiatement commencé le transfert vers un lycée professionnel qui se trouve à Stepanakert. Donc ce transfert est en train d'avoir lieu. Nous allons envoyer de nouveaux équipements. On était en train d'en parler tout à l'heure avec Robert Aydabirian, etc., qui pilote l'équipe de cette école à partir de Paris. Donc nous sommes en train de nous réorganiser pour que l'activité de l'école ne s'arrête pas. Alors, entre parenthèses, nous avons eu des victimes à la fois parmi les élèves et parmi les enseignants. Des jeunes qui sont morts au combat. Et ça aussi, ça fait mal. Nous les connaissons par nom, prénom. C'est des gens avec lesquels nous avons travaillé et ils ne seront plus là lorsque l'école reprendra. Mais nous ne baissons pas les bras. Nous continuons de travailler. En ce moment, nous sommes sur le point de terminer, j'espère dans quelques mois, tout au plus, le centre Paul Éluard de la francophonie à Stepanakert. Je crois que l'inauguration de ce centre sera un signal très fort que nous émettrons en disant on n'arrête pas, on travaille, on va de l'avant, que la francophonie va avoir maintenant un centre puissant au Ralapar.
Donc nous ne baissons pas les bras, nous continuons de travailler. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Nadia Gorzognan, justement, l'UGAB aussi avait... quel est l'état des structures que vous aviez mis en place? Alors moi je me souviens, mais comme ça, mais du TUMO de Stepan Akert, qui dépendait de l'UGAB, mais il y a peut-être d'autres équipements. Non, alors vous avez raison, donc grâce à Dieu, le TUMO de Stepan Akert n'a pas subi de dommages et on espère que ça va ouvrir très très vite parce que c'est un élément très apprécié des enfants qui leur permet donc de s'initier à la technologie en général, voilà. Et donc nous, à part ça, on n'avait pas énormément d'infrastructures, en particulier hors de Stepan Akert, mais je peux rejoindre Bedros pour dire que bon, je pense qu'on a tous fait notre devoir au mieux qu'on pouvait. Maintenant, il faut qu'on s'oriente vers la reconstruction. Il va falloir faire encore mieux qu'avant, comme on pourra. Il va falloir absolument reloger les familles qui malheureusement n'ont plus, qui ont vraiment, là où on a perdu des terres et qui n'ont plus du tout de quoi se loger. Et il va falloir qu'on reconstruise parce qu'on a montré qu'on savait faire de très très belles choses. J'ai eu la chance d'assister à l'inauguration effectivement de l'école Mosian qui était époustouflante et je suis sûre que le fonds va réussir à transférer ça à Stepan Akert. Il faut je pense qu'on est tous déjà très mobilisés et très orientés vers la reconstruction. C'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Mais c'est très frustrant. Moi, c'était beaucoup de colère. Je dois dire que la colère est encore là. Mais bon, il faut regarder vers le futur et pas vers le passé. Alors, Sévan Mardi-Rossian, vous, on a parlé des écoles en Alsar tout à l'heure, mais vous êtes également présente avec le Home dans les villages du Sunnic qui bordent aussi l'Alsar. Et quelle est la situation maintenant dans ces villages dont on a vu qu'une partie avait pu être rendue aux Azéris? Alors, c'est assez compliqué. Y a-t-il pas là aussi, alors je m'adresse aussi aux deux autres, mais y a-t-il pas là aussi une aide à apporter aux habitants du Sunnic et des régions frontalières qui vont se retrouver là aussi privés de leurs biens, qu'on peut presque considérer comme des réfugiés de la guerre indirects, mais liés à cet accord de cessez-le-feu? Oui. Attendez, je laisse Sévan Mardi-Rossian juste un peu répondre. Oui, la situation est très compliquée puisque parfois donc la moitié du village est prise par des Azéris et l'autre moitié reste aux Arméniens, donc la situation est un peu incompréhensible sur place. Maintenant, nous on essaye de renforcer, comme on l'a fait déjà depuis des années, on essaye de renforcer les villages limitrophes quand en fait on aide les agriculteurs. Nous on a installé des serres dans le logis depuis des années avec l'aide de l'ONU. On a fait des choses comme ça. On donne des semences aux agriculteurs régulièrement puisque souvent les terrains sont brûlés par les Azéris. Donc il faut replanter et c'est malheureusement un éternel recommencement. Mais le Home s'est engagé à renforcer les villages qui sont aux frontières pour que justement les gens ne partent pas parce que si on laisse la place vide, vous pensez bien que la chaise sera rapidement prise et pas par nous. Nadia, je vous ai entendu, vous vouliez intervenir. Oui, non, mais je partage totalement. Votre question d'abord est plus que pertinente et je partage ce que disait Sévan. Comme je disais, on est extrêmement vigilants, bien sûr, et toutes nos équipes sur place en particulier sont au jour le jour, en fait, à la recherche d'informations sur ce qui se passe réellement. Et on sait que c'est très très compliqué dans toutes ces zones frontalières. Et bien sûr, si vous voulez, il n'y a pas de hiérarchie entre les réfugiés. Non, bien sûr. Tous les gens qui ont besoin, on va essayer bien sûr de répondre à tous leurs besoins. On a tous perdu que Chouchi et la zone de Hadrout, etc. Bon, là, il y a des gens qui ont vraiment tout perdu. Ceux-là, ils sont déjà répertoriés par des instances représentatives et ça va être un grand challenge de pouvoir les refixer en Alsar et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Mais bien sûr, on est très préoccupés et très vigilants sur passe dans les zones frontalières et évidemment
Encore une fois, dans la répartition, on pourrait revenir à la répartition et la collaboration qu'on a fait sur la partie alimentaire. Encore une fois, je pense que c'était clair pour tout le monde, mais on a tous été bien au-delà de Yerevan. On a essayé de couvrir toute l'Arménie et en particulier ces zones qui accueillaient d'ailleurs déjà beaucoup de réfugiés d'Artsakh. Je pense à Goriz et à partout, en fait. Il y avait des réfugiés d'Artsakh absolument partout. Non, on est très vigilants et il faudra qu'on s'adapte effectivement à cette situation si malheureusement il y a encore, comme on l'entend, quelques mauvaises surprises dans des villages frontaliers. Pedro Sergent, peut-être un mot là-dessus ? Oui, l'été dernier, lorsqu'on était en train de préparer nos phonétons et télétons du mois de novembre, nous avions lancé un programme qui s'appelait « Nous sommes nos frontières ». Et ce programme prévoyait le renforcement des villages frontaliers, aussi bien en Arménie qu'en Artsakh. Alors c'est régions de Davouch, de Vartenis, le Siunik et l'ensemble de l'Artsakh qui est une zone frontière bien entendu. Donc ce programme reste valable et nous allons l'appliquer. C'est pour répondre à votre question. Simplement on n'en a pas parlé tout à l'heure jusqu'à maintenant parce que nous étions concentrés sur la crise des réfugiés. Bien sûr. Écoutez, moi, juste une petite question. On va revenir 5 minutes quand même sur cet argent qui a été donné par le Fonds arménien au gouvernement arménien et qui a suscité, en tout état de cause, un communiqué du président arménien Armen Sarkissian qui a dit qu'il souhaitait que cette somme soit considérée comme un prêt et non pas comme un don, pour pouvoir respecter un certain nombre de choses. Vous avez évoqué, Bedros Terzian, le fait que vous avez reçu des éléments sur, si je ne me trompe pas, ce que vous avez dit, 65 millions sur les 110, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui, à l'heure actuelle. Oui. À l'heure actuelle. Qu'en est-il justement sur la notion de prêt et de don ? Est-ce que c'est bien un prêt ? Est-ce que c'est, j'ai peut-être raté quelque chose dans votre explication tout à l'heure. Les différents transferts ont bien toujours été considérés. Vous avez dit qu'il y avait un document qui a été signé comme un prêt. Alors, je reprends l'historique avec les dates et vous allez tout comprendre. Lorsque nous avons vu que la loi nous autorisait à donner de l'argent à l'État arménien et nos statuts le permettaient à condition qu'il y ait d'une part vote de la majorité du Conseil des gouverneurs et de l'autre signature d'un accord avec le gouvernement, nous avons commencé à procéder à ces transferts. Comme je vous l'ai dit, chaque transfert a fait l'objet d'une convention. Et dans cette convention, il était expressément dit, écrit, noir sur blanc, que nous faisions un don au gouvernement. Et le président de la République, comme je l'ai dit, a signé ces dons, a voté en faveur de ces dons, ainsi que les autres membres du Conseil des gouverneurs. Je les ai évoqués tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Oui. Alors, le 3 décembre, nous avons reçu une lettre du président de la République. Ce n'était pas un communiqué, c'était une lettre interne adressée à nous autres membres du Conseil des gouverneurs, disant il y a une polémique à propos de ces dons. Je suggère que nous les transformions en prêts et non plus en dons. Oui. La lettre est disponible, vous pouvez lire. Oui, on en a fait écho sur nos antennes, dans nos journaux, on en a fait écho effectivement, et en fait le point qu'il soulevait était le fait que, non pas pour la loi arménienne, mais que pour des donateurs internationaux, le fait de donner à un État qui peut l'utiliser à des fins militaires ou à des fins non humanitaires pourrait présenter un problème, non pas en Arménie, mais dans les pays concernés, qui pourraient se voir interdire de collecter des fonds. Je suis obligé de vous corriger. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. C'est pour ça qu'on a besoin de vos éclaircissements. Vous pouvez vérifier tout ce que je vous dirai sur le site de la présidence de la République. Le président ne soulève pas du tout ce point dans sa lettre. Il dit il nous faut de la transparence. Il dit le gouvernement doit rendre compte de l'emploi de cet argent. Et un peu plus bas, il dit je suggère que les dons soient transformés en prêts. Alors, premièrement, il y a une contradiction entre demander des comptes au gouvernement sur l'emploi de l'argent
puisqu'on considère, ça veut dire que l'on considère que l'argent a été donné. Et deuxièmement, demander que ces dons soient transformés en emprunts et que le gouvernement les rembourse. Quoi qu'il en soit, nous avons été surpris quelques jours plus tard lorsque cette lettre interne au Conseil des gouverneurs a été publiée sur le site de la présidence de la République. Et je peux vous dire que beaucoup de membres du Conseil des gouverneurs ont réagi en protestant, en disant que ce n'était pas correct Nous l'avons dit de publier une lettre interne avant même de recevoir les réponses. On n'avait même pas eu le temps de répondre à la lettre. Alors, à quoi faut-il attribuer ce geste du président de la République? Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans une situation politique extrêmement compliquée, vous le savez tous, en Arménie. Et je me rends compte que malheureusement, certaines personnes n'hésitent pas à se servir du fonds arménien dans le cadre de cette crise politique. C'est malheureux. Le fonds arménien est un outil précieux qui a servi depuis l'indépendance à plusieurs gouvernements et qui servira encore à plusieurs gouvernements, quel que soit le président en place, quel que soit le Premier ministre en place. Donc il faut se garder de ce genre d'ajustement. Si la lettre n'avait pas été publiée sur le site, eh bien, les gouverneurs auraient donné leur réponse et la procédure aurait été normale pour la suite des événements. Et ça s'est transformé en une polémique absolument inutile. Et les gens, comme les gens ne connaissent pas les détails, et la preuve, c'est qu'on en parle maintenant, ils ne connaissent pas les détails. Ils ne sont pas allés sur le site de la présidence pour lire la lettre. Alors, je vois des titres de journaux qui disent « Le président critique les dons ». Il n'a pas critiqué. Non. Il a signé. Il a voté. Alors, donc, il faut d'abord voir les faits. Voilà les faits. Nous avons donné de l'argent au gouvernement dans une situation de détresse, de guerre. Et nous avons fait notre devoir. Les gens qui nous avaient donné de l'argent, les centaines de milliers de personnes qui nous avaient donné de l'argent, ils nous ont donné de l'argent pour aider l'Arménie et l'Artsakh en guerre. Il faut dire la vérité. Alors, s'il n'y avait pas eu une défaite, si ça s'était terminé sur une victoire, personne n'en aurait parlé. Justement, dans le cadre d'une défaite, on en fait toute une polémique. Non, mais je le dis de manière solennelle. Nous sommes fiers d'avoir aidé l'Arménie, l'Artsakh, dans cette situation de détresse. Nous avons fait notre devoir. Maintenant, nous recevons du gouvernement des rapports sur l'emploi de cette aide. Alors, je dois d'abord souligner que dans les conventions qui ont été signées lors de chaque transfert avec le gouvernement, il est spécifié que l'argent sera utilisé uniquement en fonction des statuts du fonds arménien, c'est-à-dire pour des destinations humanitaires, socio-économiques, infrastructures, etc. Et que le gouvernement doit prouver que c'est ce qu'il a fait, qu'il a utilisé cet argent dans des buts humanitaires. Alors, nous recevons des rapports, je vous ai dit, et j'espère que nous allons recevoir d'ici fin janvier un rapport complémentaire pour le reste de l'argent qui a été transféré. Qui représente quand même à peu près 50% de la somme. Tous les détails, sans exception. Et nous avons commencé déjà à les publier dans le prochain numéro du courrier du Fonds arménien de France que vous allez recevoir la semaine prochaine, j'espère. Et nous avons déjà donné des détails sur une partie de l'argent utilisé. Et puis j'espère qu'un jour on en finira avec cette histoire, parce que c'est absolument ridicule. C'est ridicule. Nous aidons un pays en guerre et on vient en faire une polémique. Mais enfin, c'est dans le cas contraire qu'il faut en faire une polémique. Si nous avions refusé l'aide demandée par l'Arménie et l'Artsakh, c'est là qu'il fallait nous accuser. Mais enfin, revenons à la normale quand même. Vos explications sont intéressantes, Bedros Sergent, parce qu'elles permettent justement d'éclairer les auditeurs, et c'est le rôle des journaux d'éclairer, et on ne pouvait pas laisser ce point-là sans éclaircissement. Merci encore de ces éclaircissements, parce qu'ils permettent
d'établir un certain nombre de choses. Vous avez décrit le processus qui est en cours, ce qui est très bien. Nos auditeurs ont pu justement s'informer de choses et ne pas écouter justement des polémiques stériles comme vous l'évoquez. C'est le rôle des médias justement de poser et de mettre en évidence pour ne pas laisser les fake news, les mauvaises informations circuler. Donc voilà, c'était juste ce point-là que je voulais dire, et qu'effectivement on va suivre maintenant le processus. Vous avez dit qu'il reste un certain montant. C'est encore une fois non pas bien sûr qu'il fallait donner cet argent. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bien sûr que la procédure a été respectée. Vous l'avez expliqué. Maintenant, il s'agit aussi de faire en sorte que ça n'ait pas de conséquences. Dans d'autres pays, on a vu notamment aux États-Unis, pour ne pas le citer, sur d'autres fondations du type du Fonds arménien, dès lors que ça a pu servir à des équipements militaires, les Américains bloquaient l'argent des fonds arméniens, des fonds pour là-dessus. Donc il s'agit juste de vérifier que ça n'ait pas des conséquences dans d'autres pays, comme ça a pu l'avoir dans le passé dans certains pays. Je connais bien ce domaine-là pour effectivement l'avoir pratiqué moi-même en mettant en place des embargos à l'égard de pays. Donc voilà. C'est moi qui vous remercie pour avoir soulevé cette question, parce que ça nous donne l'occasion d'expliquer en détail. Malheureusement, ce n'est pas le cas toujours. Il y a des articles qui paraissent à gauche, à droite, et qui ne prennent pas le temps et la précaution de vérifier. Et vraiment, c'est une occasion que vous m'avez donnée d'expliquer. Je suis très content pour cela. Et je vous remercie encore une fois. Merci à tous. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vais vous laisser une dernière fois la parole sur peut-être un mot sur les différents projets. Je voudrais peut-être conclure sur un autre point où vous êtes tous les trois concernés, parce que on avait eu un entretien tous les trois, l'UGAB, la Croix-Bleue et le Fonds arménien, à la fin du mois d'août. Début du mois de septembre, on était dans le cadre du radioton, souvenez-vous, d'un radioton pour les Arméniens du Liban après cette explosion. Et le lendemain, l'attaque commençait sur l'Arsar. Le Liban reste quand même au cœur de nos préoccupations à tous, que ce soit de l'UGAB, du Fonds arménien ou de la Croix-Bleue, bien entendu. Mais je voudrais que vous puissiez conclure sur ces différents points. Nadia Gordounian, peut-être ? Oui, donc encore une fois, merci pour cette émission. Et à nouveau, je veux réitérer la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de chaque individu et de chaque organisation qui se mobilise. Les besoins sont là, et comme je l'ai répété, les besoins seront encore là longtemps, donc il faut qu'on reste concentré et engagé. Pour répondre à votre remarque, vous avez tout à fait raison, on n'a bien sûr pas oublié le Liban, même si l'électrochoc de la guerre a évidemment secoué tout le monde, et que l'ampleur de l'importance de tout ce qui se passait là-bas, évidemment, est un peu pris de part. Mais pour ce qui est de l'UGAB, là encore, comme beaucoup d'autres, comme on a la chance d'avoir une structure bien organisée et professionnelle au Liban, ils ont continué à travailler. On avait réussi pour le Liban à récolter aussi beaucoup d'argent, et c'était nécessaire, indispensable. Et là-bas aussi, finalement, dans un peu avec une structure finalement équivalente à ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'Arménie. Il y a donc une équipe très engagée. Il y a des volontaires qui aussi faisaient de la distribution alimentaire, qui ont beaucoup aidé à la reconstruction de certains appartements qui avaient été bien sûr endommagés. Et donc toute cette aide au Liban continue. Les Arméniens, où qu'ils soient, ont besoin de notre aide, et on continue bien sûr dans ce sens-là. Bélos Terzian. Oui, nous avions un certain nombre de projets avant la guerre. Nous allons les maintenir, tous ces projets. Il n'y aura pas de changement. L'aide au Liban sera maintenue, l'aide aux écoles d'Alep sera maintenue, le programme agropastoral du Davouche, qui est mené à bien avec les Hauts-de-Seine, est maintenu, bien sûr. Et j'ai parlé tout à l'heure des villages frontières également, tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut maintenant, comme Nadia l'a souligné, c'est travailler dans la durée. C'est-à-dire ne pas réagir uniquement en fonction d'une crise. Nous avons eu une crise, nous avons eu une énorme crise qui n'est pas terminée. Mais
il faut maintenant apprendre à travailler dans la durée. Ne pas faire des dons ponctuels, mais donner de manière constante à toutes les organisations humanitaires. Je ne parle pas seulement du Fonds arménien. Tout le monde est mobilisé. Mais il faut travailler dans la durée. Et je conseille à tout le monde de faire des prélèvements mensuels. Choisissez l'organisation avec laquelle vous aimez travailler, dont l'action vous plaît, dont la spécialisation vous plaît. L'une est dans le médical, l'autre est dans le scolaire, et ainsi de suite. Et puis, consacrez une partie de votre argent, de votre salaire, de vos revenus, à aider cette association de manière durable. Nous ne pouvons pas continuer à réagir par crise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai que nous nous en sortons plutôt bien. J'ai fait une comparaison exprès avec le tremblement de terre pour souligner qu'on s'en sortait plutôt bien avec cette crise. Mais ce n'est pas possible de continuer comme ça. Voilà, c'est mon dernier mot. Je lance un appel à tous les auditeurs, auditrices. Faites des dons permanents, mensuels, aux ONG qui sont mobilisés pour l'Arménie, la FARC, et également pour la communauté arménienne de France et pour les autres communautés. Il faut que l'aide fasse partie de nos habitudes et non pas seulement de nos réactions en temps de crise. Voilà, merci vraiment à toutes les donations que nous avons reçues, les donatrices, les donateurs, les associations qui sont mobilisées, et puis surtout poursuivons parce qu'il y a beaucoup de travail. Merci encore. Sévan Mardi-Rossian pour la Croix Bleue, le mot de la fin. Pour en revenir au Liban, oui, on continue, nous, régulièrement aussi d'envoyer des fonds au Liban, bien sûr, comme pour la Syrie, le Djavar. Voilà, on est toujours au rendez-vous. Et puis, oui, comme le dit Bedros Terzian, il faut que les Arméniens continuent de donner, d'aider les associations, de faire tout ce qu'on peut pour soutenir les associations, parce que on ne fonctionne qu'avec les dons avec nos donateurs. Voilà, c'est notre seul moyen de travailler. On est des associations loi 1920, pardon. On est d'utilité publique. On a notre seul moyen d'avancer, c'est d'avoir régulièrement des dons. On en a eu beaucoup là, bien sûr, avec le Liban, avec l'Artsakh, mais il faut que ce soit toute l'année. Et voilà, on fait des actions ponctuelles, et avec la crise sanitaire, vous savez tous que c'est très compliqué. Toutes les associations ont beaucoup souffert avec cette crise, et on essaye de faire notre possible maintenant par les click and collect, comme on dit maintenant, des actions ponctuelles. C'est très très difficile pour les associations aujourd'hui. Donc il faut vraiment que chacun se rende compte que les associations ne peuvent pas travailler seules sans un appui matériel, un appui physique. On a besoin de membres aussi. Donc il faut aller rencontrer les associations. Voilà, dès qu'on a un moment, il faut essayer d'aider de la manière qu'on peut. Alors, merci à tous. Effectivement, il faut s'inscrire dans la durée. Nous reviendrons dans les prochains mois de nouveau sur ces actions humanitaires pour faire le point. Je voudrais citer justement pour conclure, parce que c'est une belle action, une action qui vous concerne tous les trois, et y compris Christina Aznavour qui n'y était tout à l'heure. C'est Action Karabakh. Action Arménie. C'est cette start-up qui permet que lorsque vous achetez sur Internet, sur l'ensemble des prestataires comme Amazon, comme eBay, etc., tous les prestataires sur Internet, une commission est reversée aux organisations arméniennes, en l'occurrence les 4 que nous accueillons aujourd'hui, que ce soit la Fondation Aznavour, l'UGAB, la Croix-Bleue et le Fonds arménien. Et donc vous faites vos achats de manière totalement transparente pour vous, c'est le même prix, vous n'avez rien à payer de plus, et les partenaires reversent une partie de cette somme aux organisations arméniennes. Donc il suffit simplement de passer par le site de Action Arménie. Actionarménie.com. Actionarménie.com. Voilà. Nous nous quittons donc pour cette semaine, et à la semaine prochaine.